Ma fenêtre, du coup, a explosé quand il a tiré la première fois. Et il met son arme à 10 centimètres de ma tête. Et je me souviens juste avoir pensé, je vais tourner la tête, parce que, bon là, de toute façon, je vais mourir, je suis toute seule. Donc je vais tourner la tête pour qu'au moins, à mon enterrement, si les gens veulent venir me voir, je serai pas complètement défigurée, ils seront un peu moins traumatisés. Et je me souviens avoir tourné la tête en me disant, bon bah, au moins mon visage, il sera pas réellement touché. Vas-y Alicia. Alors, on s'en fiche, il y a qu'Alicia qui compte. Le bordel, ça nous intéresse pas. On s'en fiche. En 2020, en France, il y a eu 106 victimes d'un meurtre par conjoint. Alicia Daven a failli être la 107e lorsque le 7 octobre 2020, l'homme avec qui elle a vécu pendant 4 ans lui tire 2 balles dans le ventre avant de revenir quelques minutes plus tard avec un couteau pour lui planter dans la gorge. Alicia va miraculeusement s'en sortir. 4 ans plus tard, en 2024, elle affronte le regard de son agresseur lors d'un procès. Son agresseur sera jugé et condamné. Aujourd'hui, Alicia tente de revivre correctement. Elle a accepté de se livrer sur ce moment qui a changé à tout jamais son existence et de nous parler de ses séquelles physiques et psychologiques. Salut Alicia. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, d'avoir accepté l'invitation de ce podcast de Deuxième Vie. Tu es l'exemple parfait de la résilience et on va comprendre pourquoi dans un petit instant, puisque le 7 octobre 2020, ta vie a été bouleversée à 23h55 précisément. Ton ex-petite amie te tire dessus, 2 balles dans le ventre, devant ton ancien domicile et évidemment, ta vie va totalement basculer ce jour-là. Tu vas nous en parler. Il y a un procès qui a eu lieu il y a pas très très longtemps. Avant ça, est-ce que tu peux nous parler de toi ? Tu peux nous parler de toi à l'époque, en 2020, qui tu étais, ce que tu faisais dans la vie, comment tu vivais ? Alors du coup, à l'époque, j'avais 22 ans. J'étais une personne banale, enfin une personne ordinaire. Donc j'habitais avec mon ex-compagnon. Je travaillais en tant que téléenquêtrice depuis 3 ans. C'était la 4e année que je faisais ça. J'avais et j'ai toujours peu d'amis parce que je suis très sélective. En fait, je donne beaucoup aux gens. Alors, j'ai pas l'énergie pour avoir beaucoup de personnes autour de moi, puisque je considère que c'est les autres avant moi de toute façon en général. Donc, je suis quelqu'un de plutôt à l'écoute. À côté de ça, plutôt sanguine. Et quand je prends une décision, elle est respectée jusqu'au bout. J'ai décidé de mettre fin à ma précédente relation, puisque je voyais pas de futur possible. Combien de temps tu es resté avec ce Johnny, c'est ça ? C'est son prénom ? Oui, c'est ça. Ça allait faire 4 ans, à la fin du mois d'octobre. Comment vous vous êtes rencontrés avec ton ex ? J'ai été placée en foyer quand j'avais 17 ans, où du coup j'ai rencontré mon ami, chez qui j'ai habité au mois d'août. Et son frère est ami avec ce qui sera mon agresseur plus tard. Et c'est comme ça en fait qu'on s'est rencontrés, ça a commencé par une amitié. Et ça a découlé sur une histoire d'amour classique. Pour quelle raison ? Alors, je sais pas si on peut rentrer dans les détails, mais voilà, on arrive à la fin d'une relation. Tu sentais que ça pouvait pas aller plus loin. Il y aurait les chemins étaient différents. Oui, en fait, lui, il cherchait plus une mère de substitution. Et moi, c'est pas du tout mon objectif de vie. Je suis quelqu'un de plutôt indépendant, qui a besoin de son espace, mais qui donne aux autres aussi. Et en fait, je me disais, mais dans 5 ans, est-ce que je me vois réaliser d'autres projets avec cette personne ? Et la réponse était non, donc je me suis dit, ça sert à rien de faire perdre du temps et à moi et à lui, du coup, puisque lui, il est 8 ans plus âgé que moi, et qu'il avait en tête de ne pas se mettre en couple avec quelqu'un qui avait des enfants. Donc, quand on a 30 ans, ça commence déjà à être un peu plus compliqué de trouver quelqu'un avec un enfant, donc je voulais pas lui faire perdre plus de temps que ça.
Et ça a peut-être été mon problème finalement, puisque j'ai fait les choses de manière à ce qu'il le prenne bien. Et donc ça a pris plus de temps, et lui a espéré finalement pendant tout ce temps. Tu as pris la décision que n'importe qui prend dans la vie. Je veux dire, c'est un chemin de vie que tout le monde emprunte. Hein. Au bout d'un moment, un couple peut se séparer. L'un prend la décision. Malheureusement, c'est comme ça. Quand tu dis que ça a pris du temps, que tu as essayé de faire les choses bien, ça veut dire quoi? Que tu gardais contact avec lui toujours? Tu continues à vivre avec lui un petit peu pendant ce temps-là? En fait, je voyais qu'il réagissait mal à l'idée d'une rupture. Donc j'ai proposé au commencement un break. Pour qu'il puisse se remettre en question, moi aussi, qu'on se pose les bonnes questions. Donc moi, j'ai décidé de quitter le logement pour aller vivre chez une amie. Comme ça, lui... Tu habitais où? Vous habitiez où? On habitait à Waterloo, donc à la frontière belge, dans une maison. Et on avait un chat, qui est toujours là du coup. On avait un chat, et donc le chat reste dans cette maison. Moi, je décide de prendre quelques affaires et de partir une semaine, à la base, chez une amie. Et finalement s'ensuit une période où lui ne comprend pas qu'en fait c'est un break. Pour lui, c'est comme si j'étais partie en vacances finalement, puisque tous les jours il m'envoie des messages, il m'appelle, me disant mais quand est-ce que tu rentres, qu'est-ce que tu fais, mais comment ça se fait que tu veux me quitter, mais je comprends pas, et en fait c'était toujours la même chose tous les jours. Il me suivait à mon travail, il se garait devant chez mon ami, et il trouvait des excuses qui n'ont ni queue ni tête. Une fois, c'était juste pour me ramener une peluche. Enfin, vraiment des choses qui n'ont pas de sens. Et à côté de ça, il jouait la carte de « je comprends pas ». Ça t'inquiétait, toi, à ce moment-là, ces excuses pour venir te voir? C'était un peu du... Voilà, c'était un peu du stalkage. Il te stalkait un peu, non? Début d'une phase de harcèlement, on peut mettre les mots, ouais. Au début, ça m'inquiétait pas spécialement. Puisque encore une fois je passe facilement au-dessus des choses, alors je me disais bon ben voilà, c'est le temps qu'il accepte la rupture, ça va redescendre. Et en fait non, il y a eu un moment quand même dans le courant du mois de septembre, puisque finalement je suis pas restée qu'une semaine chez cette amie vu que c'était mi-août, j'y suis restée 2 mois par la force des choses. En fait à force de répétition de pourquoi je revenais pas, moi j'ai complètement vrillé, et je lui ai clairement dit que je reviendrai pas, que c'est fini, que je veux plus de contact, tout ça. Et du coup, il l'a mal pris. Le moment où ça a vraiment pris une autre tournure, c'est quand il est passé donc chez mon amie, quand je n'étais pas là, pour parler avec elle pendant 3 heures. On a un enregistrement audio de cette conversation, où il dit clairement que il avait déjà eu l'occasion de me faire du mal, qui savait qu'à telle date j'étais à tel endroit, que quand je suis revenue de chez ma sœur qui habite en Bretagne, j'étais restée bloquée à Paris pendant autant de temps, que j'avais été à la foire à telle date, et en fait là on s'est dit c'est pas normal finalement. C'était vrai tout ce qu'il disait? Ça s'était arrivé? Oui. Ok. Oui. Alors il avait des infos, mais pas l'intégralité des infos. Pour lui, j'étais restée par exemple bloquée une nuit complète à Paris. Non, j'étais restée bloquée 2 heures parce que mon train, il y avait eu un problème quoi. Mais donc il avait les infos, mais pas la finalité finalement de la scène. Et là on a commencé à se demander ce qui se passait finalement, parce que pourquoi il sait ce que je fais alors qu'on ne le voit pas, sachant qu'il a une voiture qui est reconnaissable puisqu'elle est bleue, c'est une BM, donc du coup elle se voit. On avait toujours les yeux partout et on ne le voyait pas. Donc on a commencé à entreprendre une phase de recherche. Et je me suis rendu compte, vu qu'il cherchait une mère de substitution, c'est moi qui faisais tout l'administratif. Et donc j'avais accès à tous ses comptes. Et du coup, vu que j'avais accès à son compte Google, ça se met automatiquement en enregistrement pour Google Maps. Donc on voit les déplacements de la personne à la semaine. Et là, on s'est rendu compte qu'à chaque fois que j'étais à une adresse, lui était dans la même rue. Donc là, on s'est dit, bon, il va falloir clairement stopper. T'avais peur à ce moment-là ou pas? Ça a commencé, puisqu'on avait eu cette discussion avec mon ami après, du coup, la discussion de 3 heures sous la pluie, où on se souvient très bien de cette scène toutes les deux, on était dans sa cuisine et on s'est dit, mais là, il faut qu'on contacte quelqu'un, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, elle a contacté son frère, qui était ami avec mon agresseur, en lui disant, il y a quelque chose qui va pas avec ton ami, il faut que tu le raisonnes, là il va trop loin. On nous a répondu
vous êtes dans un film. On s'est dit, bon, ben, c'est bon, on est toute seule, c'est tout. Ce qu'on a entrepris, c'est qu'on a commencé à... Parce que moi, je voulais récupérer la maison qu'on louait, et c'était ma mère la garante. Et lui ne voulait pas rester dans cette maison à cause des souvenirs. Moi, je voulais y rester puisque mon contrat s'arrêtait début octobre et que ça allait être compliqué de trouver autre chose dans la foulée, et que ma mère était garante. Et finalement, il a joué sur ça en disant non, mais moi je veux rester, je peux pas aller ailleurs. Et donc j'ai décidé de prendre toutes mes affaires et de tout déposer chez ma mère. Et le déménagement devait se faire le 8 octobre. Le lendemain du drame. Ouais, le lendemain matin. On avait prévu, sans rien dire à personne, donc on avait juste prévu de prendre mon amie, ma mère, et des collègues de travail de ma mère, pour ne pas être que des femmes, finalement. L'idée, c'était quoi? C'était d'arriver dans la maison et de le mettre un peu devant le fait accompli? Oui, parce qu'on avait... en fait, à chaque fois que j'allais dans cette maison pour récupérer quelques affaires, ou pour voir mon chat, c'était... Enfin, en fait, il arrivait dans la foulée, et c'était des menaces, mais tu rentres pas chez moi, mais c'est mes affaires. Et donc on s'est dit, mais c'est bizarre qu'il sache où je suis à chaque fois, que quand je rentre dans cette maison, 5 minutes après, il soit là. Donc on s'est dit, on va pas prévenir, on va arriver, tout mettre en carton et partir. Et comme ça, là, ce sera coupé court, il y aura plus besoin d'avoir de contact, vu que mes affaires auront été récupérées et que voilà. Donc il y avait plus du tout de lien. Quand tu vivais avec lui, est-ce qu'il avait des attitudes qui t'inquiétaient? Qui m'inquiétaient, non, puisque j'ai aussi un fort caractère et je me laisse pas faire. Donc en fait, il n'y avait pas de personne qui avait le dessus ou pas, puisque je répondais. Mais il y avait quand même des phases où, par exemple, il a dit « Mais toi, tu t'insères pas dans ma conversation, quand je parle, tu fermes ta gueule. » Et là, et il y avait des témoins à côté de ça, et on s'est tous regardés en se disant « Mais qu'est-ce qui se passe là ?» Et en fait, c'était que des petites phases. Et juste après, il y avait plus rien, avant, il y avait rien, et c'était des phases comme ça, on comprenait pas pourquoi. Mais vu que je me laissais pas faire, donc ça plaisait pas, mais au final ça n'allait pas plus loin, vu que moi il était hors de question, puisque j'avais déjà connu un climat comme ça entre mes parents quand j'étais jeune. Donc je reconnaissais les signes, et moi je voulais pas être comme ma mère finalement. Et me laisser faire, et acquiescer à tout ce qui était demandé, moi c'était pas possible pour moi, et du coup ça me révoltait d'autant plus de subir ça. Alors le 8 octobre, tu prévois de déménager, donc d'aller au dernier moment. C'était le matin? C'était prévu le matin d'aller comme ça, sans rien dire avec des amis et tes proches dans la maison pour récupérer tes affaires. Malheureusement, tu n'auras pas le temps de le faire puisque le 7 octobre, la veille, 7 octobre 2020, aux alentours de 23h55, le drame arrive. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors entre-temps, j'avais repris contact avec un ami d'enfance que j'ai connu en maternelle et on s'était perdu de vue classique quoi. On s'est retrouvés grâce aux réseaux sociaux. Donc j'étais avec lui. On venait à peine de se mettre, on peut appeler ça comme ça, on peut se mettre en couple à ce moment-là. Ça faisait vraiment pas longtemps. Et on avait été manger dehors, voilà. Et en passant pas loin de mon ancien domicile, je lui dis, vu qu'il a les mêmes phases et les mêmes stratégies que mon père, je vais passer devant la maison, vérifier s'il a pas senti que j'allais déménager et qu'il a pas mis toutes mes affaires dehors. Puisque mon père avait cette fâcheuse tendance à mettre nos affaires en sac poubelle, les mettre sur le trottoir et nous dire, voilà, maintenant, vous avez voulu jouer les grandes, vous partez, quoi. Et donc là, je me suis dit, je vais aller vérifier par principe, parce que si c'est dehors, ça sert à rien de monopoliser tout le monde demain. Je prends tout, je m'en vais, c'est fini, voilà. Et en passant devant la maison, mon téléphone se connecte sur la télé avec le Wi-Fi. Donc moi, j'avais mon téléphone mis sur la voiture, en fait, pour écouter la musique. Et donc mon téléphone se connecte, la musique se lance sur la télé. Quand je m'en rends compte, j'enlève tout de suite. Donc je m'arrête, j'enlève tout de suite le Bluetooth pour que ça se stoppe. Sauf qu'à ce moment-là, il sort. Il n'était pas tout seul dans la maison. Il était avec son frère et la sœur de mon ami. Donc il sort. Moi, je baisse que très légèrement la vitre conducteur parce qu'il veut me parler. Mais je sens que il est pas là juste pour avoir une discussion. On sentait que l'ambiance était tendue et que ça pouvait vite dégénérer. Et vu que j'ai mon nouveau compagnon à ma droite, que lui
forcément n'a pas envie d'être mis dans ces histoires. Je n'ai pas envie qu'il soit mis dans ces histoires non plus. Je me dis, je vais juste baisser le carreau, on n'en parle plus, enfin, s'ensuit une discussion, alors j'ai plus les termes, mais je veux le mettre dans la merde parce que je veux récupérer la maison, je veux le mettre dehors. Donc j'ai beau essayer de lui expliquer que non, puisque le 6 octobre, j'ai envoyé une lettre en recommandé au propriétaire pour dire que dans la quinzaine, je quittais le logement et qu'il fallait plus me considérer comme locataire. Donc j'ai essayé de lui expliquer en lui disant mais pourquoi j'aurais envoyé une lettre si je voulais te mettre dehors? Enfin, ça n'a pas de sens. Et en fait, ça s'avère après coup que c'est les propriétaires qui ont mal expliqué la situation et qui lui ont juste dit on va rompre le bail. Mais en fait, c'est une obligation. S'ensuit un moment où je lui dis mais là t'es agressif. Donc la conversation elle va s'arrêter. Et il met un coup de poing dans la vitre. Moi pendant ce temps-là, je suis aussi au téléphone avec mon ami qui m'appelle entre-temps pour savoir où je suis, vu qu'on prenait des précautions pour ne jamais se retrouver seul à des endroits différents. Donc là je lui dis mais il vient de mettre un coup dans la vitre, je comprends pas. Et donc là on se dit mais on filme. Je commence à filmer et on entend cette phrase où il me dit, mot pour mot, si t'as des couilles t'attends 5 minutes, je reviens. Et moi juste avant je lui demande mais qui est dans la maison puisque je paye l'assurance, qui est dans la maison, je veux savoir ce qui se passe. Moi je me dis très naïvement, bah il va faire sortir les 2 personnes, je vois c'est qui, c'est fini. Mais par précaution je bouge quand même ma voiture. Pour pouvoir partir tout de suite en fait s'il sort en étant agressif. Donc je me mets vraiment dans la rue la plus courte, en première, pied sur l'embrayage, vraiment prête, comme si je savais finalement qu'il allait se passer quelque chose. Et c'est ce qui m'a beaucoup été demandé au procès, pourquoi j'étais prête à partir et pourquoi dans la vidéo on m'entend dire au cas où il sort avec quelque chose. Et j'ai pas de réponse. Moi-même, je comprends pas pourquoi j'ai ce discours-là. Donc, sur la vidéo, on voit qu'il passe un bon quart d'heure dans la maison. Et à la fin de la vidéo, on le voit ressortir. Moi, je l'attends toujours et je suis sur le point de partir, justement, parce que ce soit mon ami au téléphone, mon compagnon à ma droite, me disent « C'est bizarre, ça prend trop de temps. Pars. » Et moi-même, ma tête me disait « Pars. » Et mon corps me disait « Non. » On attend. Est-ce que c'est une histoire d'ego, comme on me l'a dit? Est-ce que c'est une histoire d'instinct? Je saurais pas le dire aujourd'hui et je pense que j'aurai jamais la réponse finalement. Et on le voit ressortir du coup sur la vidéo et ce qui me marque tout de suite, c'est qu'il a rajouté un pull. Mais on n'a pas le temps de se poser de questions puisqu'il est déjà arrivé donc à côté de moi et il s'est accoudé à la voiture. Donc je vois pas son dos, je vois pas ses mains. On reprend une discussion, donc je lui dis mais juste, regarde, je suis devant la maison, tu les fais se décaler à côté du fauteuil, je les vois, je sais qui c'est, je m'en vais. Et il veut pas, il insiste. Et la vidéo se coupe sur moi je suis pas ton père, si je veux te niquer, je te nique maintenant. T'auras pas le temps de partir. Et ça se coupe comme ça, parce que plus de batterie. Et donc moi je me retourne pour juste poser le téléphone, vu qu'il a plus de batterie. Mon téléphone à moi est entre mes jambes, puisque je suis au téléphone avec mon ami, donc je pose l'autre téléphone dans la console centrale de la voiture. Et le temps que je me retourne, il s'était légèrement déplacé, et il a tiré une première fois. Là, je me suis mise forcément à hurler, à mon avis, et de terreur, et parce que je me suis dit que dans ce quartier, les pétards, il y en avait beaucoup, et que ça ressemblait vachement à un bruit de pétard. Donc je me suis dit, si je meurs, je veux pas mourir dans l'ignorance. Enfin, je veux que tout le monde soit au courant que c'était lui, en fait, qui a commis ce meurtre. Donc je me suis mise à hurler, et j'ai regardé mon ventre en me disant, mais c'est bizarre, il a tiré, mais je sens pas, enfin j'ai pas mal, je vois pas de sang. Est-ce que c'est pas juste pour me faire peur? Et je me dis, mais en fait, son arme, elle était pas chargée, ou alors c'est une arme d'airsoft, ou il tire à blanc, ou... Et moi, j'essaie de trouver des cohérences, en fait, là où il y en a pas, finalement. Et donc, je relève la tête. Il s'était encore déplacé un peu. Et au moment où je croise son regard, il tire une deuxième fois. Et moi, j'essayais d'accélérer, puisque j'étais en première, et qu'en plus, il se déplaçait devant la voiture, donc moi, j'ai pris peur qu'en fait, ils se mettent devant, ils tirent, on peut plus rien faire, c'est fini. Donc j'essaye d'appuyer sur les pédales, et ça répond plus. Et là je me dis mais c'est pas possible, il y a pas de balle, il y a pas de sang, il y a rien.
Donc en fait, pourquoi mes jambes elles répondent plus? Et je savais que c'était pas dû à la terreur ou enfin, c'était pas une réaction de peur que mes jambes elles se soient crispées ou voilà. Et donc là, il se déplace devant la voiture et il met en joue mon compagnon qui lui s'était juste détaché et était vraiment entre deux feux de se dire mais si je m'en vais, je la laisse, mais en même temps si je reste, je peux m'en prendre une dans la tête. Donc moi j'ai essayé tout en criant de lui faire comprendre de partir, puisque de toute façon dans le pire des cas je meurs et bon il y en a qu'une qui sera morte et voilà c'est tout, et lui pourra raconter ce qu'il a vu, et dans vraiment s'il part pas on est deux à mourir et possiblement personne ne sait qui nous a tués. Donc il part en courant. Au moment où il part, mon agresseur fait le tour de la voiture par derrière, donc moi je le vois dans le rétro, et il continue à le mettre en joue dans la rue opposée. Moi à ce moment-là je commence un peu à perdre pied au niveau des timings, je les ai plus. Je sais pas ce qui s'est passé à quel moment, donc des fois ça se mélange, des fois je raconte pas dans le même ordre en fonction, enfin voilà. Et ensuite il revient donc à côté de moi, ma fenêtre du coup a explosé quand il a tiré la première fois, et il met son arme à 10 centimètres de ma tête. Et je me souviens juste avoir pensé, je vais tourner la tête, parce que, bon là, de toute façon, je vais mourir, je suis toute seule. Donc je vais tourner la tête pour qu'au moins, à mon enterrement, si les gens veulent venir me voir, je serai pas complètement défigurée, ils seront un peu moins traumatisés. Et je me souviens avoir tourné la tête en me disant, bon, au moins mon visage, il sera pas réellement touché. Et là, il y a un flou, puisque je sais pas combien de temps je suis restée tournée. Je sais que je lui ai dit, mais là, tu t'attends à quoi? Tu vas vraiment faire finir cette histoire comme ça? Tu t'attends à quoi? Et plus de bruit. J'entends un voisin qui sort, donc je me retourne. Le voisin qui essaye de lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi elle est comme ça? Voilà. Il le met en joue aussi. Donc le voisin rentre chez lui. Et moi, dans ma tête, là, c'est bon, ça y est, je suis toute seule, je suis morte. Donc là, moi, je crois qu'à ce moment-là, je perds connaissance. Donc j'avais déjà les 2 balles à l'intérieur du ventre qui ont fait beaucoup plus de dégâts que des plombs, par exemple. Donc il a bien choisi son arme, puisque c'est un Scorpion, donc arme de guerre, 9 mm, chargeur de 20 balles, il en avait 2. C'est une arme qu'il avait achetée en plus quelques heures avant, c'est ça? Lui a dit au procès qu'il l'avait eu une semaine avant, une semaine à 10 jours avant les faits. Et donc ensuite, il rentre dans la maison. Ça, j'en ai le souvenir. Et je dis donc au téléphone, appelle la police, il m'a tiré dessus. Mais en fait, elle était déjà plus au téléphone puisqu'elle m'a entendu hurler. Donc elle avait tout de suite raccroché et appelé la police pour leur dire je sais pas ce qui se passe, mais je l'ai jamais entendu crier comme ça, il faut y aller. Qu'elle a donné toutes les infos qu'elle pouvait en disant toutes les personnes qui étaient impliquées dans l'histoire. La police lui dit on est au courant, on a déjà eu une dizaine d'appels. Elle commence à se mettre en route pour venir à Waterloo à pied. Elle me dit mais finalement, le temps que j'arrive, je sais pas en fait si tu seras encore là ou pas. Donc voilà. Donc elle s'est dit je vais la rappeler en continu jusqu'à ce qu'elle me réponde pour comprendre, parce que du coup elle avait toujours pas compris qu'en fait il avait une arme et qu'il m'avait tiré dessus. Et je finis par décrocher. Donc en fait ça me sort un peu de mon état d'inconscience puisque ça vibre sur ma jambe. Donc je décroche. Et là elle me dit mais qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis il m'a tiré dessus. Et moi j'ai été complètement affalée sur mon volant. Je me souviens avoir chaud et avoir une sensation vraiment où à tout moment je tombe dans les pommes et je me réveille plus, j'en avais conscience. Et donc elle me faisait parler en me disant mais et là t'es toute seule, et t'es dans ta voiture, et Valentin il est où, et lui il est où, et il fait quoi, et Valentin, moi, ton nouveau compagnon. C'est mon nouveau compagnon, ouais. Et moi je répondais, et après elle me dira mais en fait je t'entendais agoniser, je t'entendais mourir, ta respiration elle était elle avait jamais entendu une respiration comme ça. Et elle me disait mais vraiment là pour moi l'objectif c'était que tu parles, mais je m'attendais pas non plus à ce que tu survives. Et elle a entendu l'arrivée des pompiers et la prise en charge par les pompiers. Donc elle a essayé de crier dans le téléphone pour dire est-ce que quelqu'un peut me prendre et m'expliquer, parce que je comprends pas ce qui se passe. Personne l'a entendu forcément. Donc entre-temps, moi après coup ce que j'apprends c'est que donc mon nouveau compagnon a toqué à toutes les portes et ils ont réussi à appeler les secours. Qu'il y a eu une dizaine de voisins qui ont appelé la police. Qu'en fait le voisin qui est sorti une première fois,
est ressorti une deuxième et est venu faire un point de compression au niveau de ma gorge parce qu'il pensait que je m'étais pris une balle dans la gorge, un plomb dans la gorge. C'est ce qu'il aurait dit à la police. Finalement, moi j'apprends une dizaine de jours après à l'hôpital qu'en fait il m'a enfoncé un couteau dans la gorge. Ça veut dire qu'après t'avoir tiré 2 balles dans le ventre, il est retourné chez lui prendre un couteau et il est revenu pourquoi? Pour te finir, c'est ça? Pour, je cite, abréger ses souffrances. Voilà. On tentera de lui faire dire que c'était pour me tuer, mais il mettra jamais les mots. Il l'a toujours dit, mais je voyais qu'elle souffrait, donc en fait, je voulais plus qu'elle souffre. Et la juge lui dira, mais pour plus souffrir, il y a 2 possibilités. Vous la tuez ou vous appelez les secours. Vous avez choisi laquelle. Et jamais il mettra les mots dessus. Donc lui fait un point de compression, et j'entends juste une voix me dire, sors, il va revenir. Et moi j'essaye de lui dire, mais enfin en fait, moi je peux pas bouger, mes jambes elles bougent plus. Ce qui me réveillera, c'est la sortie de la voiture par les pompiers, parce que je sens une douleur tout de suite dans ma jambe qui me réveille. Quand j'arrive du coup dans l'ambulance, ils me posent des questions, forcément mon nom, mon prénom. En fait, tellement la douleur a été forte quand ils m'ont sorti de la voiture, que ça m'a tout de suite réveillée, et j'avais conscience du coup, parce que mon père était ambulancier, donc j'avais conscience qu'il fallait pas que je dorme, qu'il fallait que je réponde aux questions, qu'il fallait que je donne le plus d'infos possible, voilà. Et donc il me pose des questions, j'avais la sensation de parler, mais comme ça, très clairement, d'articuler, de donner d'épeler mon nom, mon prénom. Normalement, en fait, pas du tout. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai vu le nom écrit sur l'étiquette de mon bracelet. C'était pas du tout mon nom, du coup. Donc là, je prends conscience, en fait, j'étais clairement en état pitoyable. Et je leur dis à un moment, mais pourquoi vous touchez mon ventre? J'ai mal à la jambe. Et donc forcément, s'ensuit une découpe de tous les vêtements pour vérifier, puisque j'ai mal à la jambe, donc il y a un problème. Et ils me disent, mais y a rien à ta jambe. Ensuite, ils me font un point de compression vraiment serré au niveau de la gorge, qui donne vraiment la sensation qu'on nous étrangle. Donc c'est assez traumatisant finalement quand on sort d'une telle agression, d'arriver dans l'ambulance et qu'on nous étrangle dans la conscience qu'on a en tout cas à ce moment-là. C'est un peu compliqué, et là j'entends une infirmière à côté dire « Oh là là, ça saigne beaucoup, je suis pas bien ». Et moi je me dis mais pourquoi on me fait un point de compression à la gorge? Pourquoi elle dit que ça saigne dans mon cou? J'ai pas été touchée au cou. Et pour autant j'ai conscience de cette scène, et quand je me réveille, pour moi j'ai rien au cou. C'est ça qui est... Je la raconte, mais j'ai aucunement conscience que j'ai un pansement dans le cou. Vraiment le cerveau est un peu bizarre des fois, mais soit. Et je me souviens, les 2 derniers souvenirs que j'ai de cette soirée, c'est de me réveiller dans un scanner à l'hôpital. J'ai conscience que c'est un scanner, et je leur dis mais c'est normal que je suis réveillée. Et donc là quelqu'un arrive et me rendort. Qu'est-ce qui va se passer après, une fois que tu arrives à l'hôpital? Au bout de combien de temps tu reprends connaissance, conscience, et quelles sont les blessures que tu as concrètement? Alors moi je reprends conscience par palier. En fait des fois je suis consciente, des fois pas du tout, et des fois j'ai l'impression d'être consciente mais en fait je suis en train d'halluciner. Et ça il a fallu vraiment 3 ans pour que j'arrive à différencier les hallucinations de la vraie vie. Puisque aujourd'hui avec le recul je suppose que c'est l'explication, mais quand je suis arrivée à l'hôpital je pense avoir vu 4 personnes. Donc infirmiers, médecins, aides-soignantes. Et je les ai associés à des complices qui voulaient me tuer. Donc à chaque fois que eux rentraient dans ma chambre, j'étais dans une panique monstrueuse. Puisque pour moi, ils venaient finir le travail. Enfin, très clairement, mes blessures. Donc la première balle, ça a été celle qui a fait tous les dégâts. Ça a sectionné l'artère rénale, sectionné le côlon transverse, et ça a été logé dans la L2, donc dans la colonne vertébrale, en brûlant et en appuyant sur la tête de la queue de cheval, donc la tête des nerfs qui descendent dans les jambes. La deuxième balle, elle est juste passée en sous-cutané, donc on la sentait quand on touchait le côté droit de mon ventre, on sentait la balle, elle a juste traversé dans la peau finalement. Et le coup, moi je suis toujours gonflée, voilà. Le coup, il y a eu la jugulaire qui a été touchée. Et pour vérifier qu'il y avait encore, que ça fonctionnait encore, le passage du sang, ils ont dû réouvrir un petit peu la jugulaire, voir si du sang passait encore par là. Et ils ont dû agrandir de 6 cm la plaie dans mon cou.
pour pouvoir mettre des drains, parce que ça suppurait comme pas possible. Forcément, il a pas désinfecté le couteau avant de venir me l'enfoncer dans la gorge, donc forcément, c'était pas très propre. Et s'ensuit, du coup, moi j'avais des doses pas possibles de morphine, de kétamine, tout ce qui est possible, je pense que je l'ai eu. Puisque quand on écrase et qu'on brûle la tête de la queue de cheval, on a des douleurs neuropathiques dans les jambes, ce qui est catégorisé, de ce qu'on m'a dit, des pires douleurs que le corps puisse subir. Forcément, c'est les nerfs qui envoient toujours, constamment, un message douloureux au cerveau. C'est-à-dire, là ça brûle, ça pique, il y a de l'électricité, j'ai la jambe endormie. Et à côté de ça, donc j'avais mal, mais je ne sentais pas mes jambes. Mais le plus traumatisant, finalement, ça aura pas été la douleur, ce sera vraiment les hallucinations, où je le voyais rentrer dans ma chambre, je le voyais me tuer, j'ai vécu mes pires peurs, il me mettait des dizaines d'araignées sur mon lit, il se mettait à côté de moi avec un masque de clown, parce que je suis phobique des clowns. Donc, et tout ça, je le vivais, et donc forcément, ils m'ont mis des médicaments pour le cœur, sauf que j'en avais pas besoin, puisque c'était juste passager, donc forcément, eux, ils mettent, puisque je peux pas parler, je suis intubée. Et forcément, on est en 2020, j'ai le Covid. Donc quand on m'intube, le Covid prend tous les poumons. Parce qu'en fait, j'avais le Covid, mais j'étais asymptomatique. Donc forcément, personne ne le savait. Et quand ils m'ont intubé, le Covid a pris toute la place qu'il voulait dans le poumon. Mes poumons apparemment étaient vraiment blancs. À tel point que vers la fin de mon séjour en réanimation, j'étais sur le ventre pour bien faire passer l'air parce que j'arrivais plus à respirer. Et quand je me suis réveillée, après j'ai tout de suite parlé de ce qui s'est passé. J'ai tout de suite demandé une ardoise quand j'étais encore intubée et j'ai posé toutes mes questions. Parce que ma mère était à côté et j'ai commencé à écrire des mots parce que je savais pas du coup s'il y avait que moi qui était touchée, si mon nouveau compagnon lui avait été touché, s'il était en sécurité, mon amie, où est-ce qu'elle était, mon chat, qu'est-ce qui s'était passé, comment je vais payer les frais d'hôpitaux. Parce que j'avais conscience que finalement, être en réanimation, ça coûte, finalement. Et donc ma mère répondait à toutes mes questions, et une fois que toutes mes questions, moi j'étais calme. J'étais calme, j'avais compris. On m'a demandé si je me souvenais, j'ai fait un signe de pistolet, et voilà. Et en fait, je me souviens aussi des sensations, donc des gens qui me tenaient la main, ou qui me caressaient le dos de la main, parce que il y avait que ça qui était possible, vu que j'étais attachée. Je me souviens des sensations quand on venait me laver et qu'on touchait mes jambes et que je me mettais à crier comme pas possible quand j'étais désintubée. Et une fois qu'on m'a enlevé les balles finalement, donc 15 jours après, ce qui est long, plus on laisse une balle sur un nerf, plus le nerf est défectueux par la suite. Donc au bout de 15 jours, on m'a enlevé les 2 balles et j'ai tout de suite récupéré un petit peu l'usage de mes jambes. Puisque jusque-là, on me disait « tu seras peut-être tétraplégique ». Parce que j'avais aucune des 2 jambes qui répondait au début, et dès qu'on m'a enlevé la balle dans le dos, en fait j'avais la sensation que quelque chose me gênait dans le dos, donc j'ai appelé une infirmière, et j'ai poussé sur mes jambes pour lever mon bassin. Et tout de suite elle m'a dit « mais ça va, t'as pas mal, t'as pas... » Et la douleur avait vraiment diminué de moitié, une fois qu'on m'a enlevé la balle, et en fait ma cuisse fonctionnait, en gros. Au début c'était ça, qu'on me disait il y a peut-être une chance que tu remarches, mais bon ta jambe droite c'est compliqué, t'attends pas à marcher toute seule sans aide, tu vas forcément avoir besoin soit de béquilles, soit de déambulateurs, voilà. Et moi on me dit mais les 3 premiers mois c'est là où tu récupères le plus dans ta rééducation. J'avais passé plus d'1 mois à l'IT, donc je me suis dit il faut commencer là, donc ils m'ont envoyé dans un centre de rééducation. Et là, j'ai tout donné, quitte à avoir mal. Et j'ai eu mal, beaucoup. Dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là, quand tu reprends un peu conscience de tout ça? Comment tu vois ton avenir? Tu te dis que ton avenir est fichu, au contraire, tu as cet état d'esprit où tu veux te battre pour remarcher, pour revivre, quoi. Je pense que je me pose pas la question à ce moment-là. En fait, je me dis, mais je vais prendre jour après jour. Puisque de toute façon j'avais tellement mal qu'en fait il y avait des jours où je pouvais rien faire. Une fois on avait juste travaillé ma cicatrice dans le cou, j'ai passé 2 jours à vomir. Donc en fait il y avait vraiment des jours où ça servait à rien de planifier quelque chose, puisque en fait à chaque fois on apprenait des nouvelles choses sur ce que j'avais, puisque moi j'ai mis 15 jours à savoir réellement les problèmes que j'avais à l'intérieur, donc mon rein, je savais pas du tout parce qu'on me l'a pas expliqué. Parce que pour eux, eux ils étaient au courant, mais moi pas du tout. Et
Et ça, c'est un des problèmes que j'ai remarqué dans les hôpitaux, du coup, c'est qu'ils considèrent que c'est inné, mais en fait, non, moi j'avais pas conscience, et puis je peux pas de toute façon avoir conscience que mon rein est abîmé, par exemple. Je peux pas le savoir si on me le dit pas. Et eux étaient partis du principe que vu qu'ils l'avaient dit à la famille, ben, moi j'étais au courant. Il y a eu des bonnes crises de nerfs là-bas aussi, du coup, mais voilà. Et dans le centre de rééducation, on m'a juste posé la question, c'est quoi ton objectif? Et moi j'ai dit, mais moi je veux être debout et marcher, que ce soit avec une aide ou sans aide. Je veux juste marcher et pouvoir essayer de reprendre une vie au maximum, en tout cas, de sa normalité, puisque moi j'étais partie de toute façon que j'étais peut-être tétraplégique. Donc moi, à partir du moment où on me dit bon bah tu peux être debout, bon bah ok, c'est trop bien finalement. Et enfin, j'avais dit moi j'aimerais bien pouvoir conduire, parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire et j'ai pas envie d'être bloquée. Et j'ai conscience que la société aujourd'hui en fauteuil roulant, sans pouvoir conduire, c'est quelque chose qui est compliqué. Et donc bah il a fallu travailler, parce que du coup j'avais un corset à cause de la colonne vertébrale qui était cassée, que j'ai dû garder 3 mois par précaution. Et en fait on l'enlève que 1/2 heure par jour, qu'on l'enlève uniquement pour se laver finalement, quand on est capable de se laver, parce qu'au début forcément on sait pas se lever. Et on peut l'enlever quand on est allongé, et du coup on peut pas être redressé, on peut pas mettre trop d'oreillers par exemple derrière la tête, parce qu'on est trop redressé, il y a des risques que ça bouge et que du coup ça abîme le nerf et qu'on soit tétraplégique. Donc c'est quand même plein de précautions à prendre, et c'est aussi une charge mentale énorme pour le patient, puisqu'on se dit tout le temps, mais là si je me tourne sur mon côté pour dormir, il faut que je fasse attention à comment je me tourne, à me tourner d'un bloc et pas tourner que mon haut du corps puis mes jambes, parce qu'en fait, rien que ce mouvement, il peut peut-être anéantir mes projets d'avenir. Donc c'est une pression horrible de faire attention comment se lever pour pouvoir mettre son corset, enfin, c'est vraiment quand on se lave. Enfin, moi j'étais obligée d'être assise. Quand je me lavais, j'avais pas le droit d'être debout. Mais du coup, comment je me lave le bas des jambes? Il faut forcément que je me penche, donc j'avais toujours cette pression de me dire, oulala, enfin, contracte bien tes abdos, penche-toi à droite, reste pas trop longtemps dans cette position, redresse-toi. Et en fait, c'est constant. Donc en fait, pendant 3 mois, on pense qu'à ça. Je dis, mais oh, je dois mettre une chaussette, oh mon dieu, je vais mettre 1/2 heure, ça va me faire mal, et en plus, faut que je fasse attention. Donc vraiment, des choses basiques deviennent des choses, mais super compliquées dans la vie courante. Et j'ai vite marché entre des barres parallèles. Donc ils m'ont vite donné des béquilles. Donc je suis pas passée par toutes les étapes. J'ai juste fait fauteuil roulant, béquilles. J'ai refusé de faire déambulateur. Enfin, j'ai dit non, je sais marcher entre 2 barres, je sais marcher avec des béquilles. Donc j'ai pris les béquilles et j'y ai été. Donc j'ai arrêté le fauteuil roulant début février, quand j'ai enlevé mon corset. Et j'ai arrêté les béquilles seulement en août 2021. Et encore, ça m'arrivait d'en prendre une pour le soutien, quand il fallait marcher un peu plus longtemps. Donc c'est des choses qui ont été compliquées, parce qu'il faut adapter sa vie, il faut adapter la maison, puisque du coup j'ai dû retourner habiter chez ma mère, vu que la maison était encore sous scellé, impossible de retourner habiter là-bas. Donc j'ai pas d'affaires, j'ai pas de maison, j'ai plus de voiture qui est sous scellé aussi. Donc vraiment j'avais plus rien et plus de dignité, parce qu'à l'hôpital quand même on n'en parle pas assez, mais voilà, enfin il y a des dizaines de personnes qui nous voient comme nous on s'est jamais vus. Donc c'est compliqué. On nous fait des examens, on nous fait des choses, et nous, on n'a pas notre mot à dire, et bah faites, tant pis. Enfin, moi je me suis retrouvée à être comme un bébé finalement. Je pouvais, vu que je devais être tout le temps allongée quand j'avais pas le corset, il fallait qu'on me donne à manger. Pour juste aller aux toilettes, bah c'est pas possible. Donc on a besoin de quelqu'un. Pour s'habiller, on peut pas le faire tout seul. Pour se laver, c'est quelqu'un qui nous lave. Donc, et c'est tout le temps comme ça. Donc on se dit, mais en fait, il faut vraiment que j'arrive à faire quelque chose de ces jambes, parce que ce sera pas possible de vivre comme ça tout le temps. Et j'ai décidé par la suite de prendre un kiné libéral pour être un peu plus libre, puisque en centre de rééducation c'était forcément tous les jours. Kiné libéral, j'y allais 3 fois par semaine. Donc ça me laissait entre-temps des temps de repos, sachant que le kiné libéral c'est 1 heure dans la journée, l'hôpital de jour c'est une demi-journée, voire un peu plus. Donc vraiment l'énergie était prise et c'était fin de journée. Là, le kiné, c'était plus simple. Et j'ai arrêté la kiné fin 2022. Donc quand même un peu plus de 2 ans après les faits. Et c'est là qu'on m'a dit, fin de reconstruction, tu gagneras plus rien. C'est fini, t'es consolidé.
Et là, il faut prendre conscience que... Donc là, il y a des choses que je sais pas faire, et je ne saurais plus jamais les faire. Comme quoi? Alors, par exemple, si on me demande ah, tu veux pas aller faire de l'acrobranche? Bah, c'est pas possible. Si je veux aller à la patinoire, c'est pas possible. Si je veux marcher 10 km, c'est compliqué. Parce que les séquelles, donc il y a 18% de séquelles dans ma jambe droite. En fait, j'ai les releveurs du pied, donc ce qui sert à marcher, à relever la plante du pied, qui fonctionne plus. Ou très peu, et qui se fatigue très vite. Donc ce qui fait que mon pied, au lieu de pouvoir le lever vraiment comme ça, je le lève comme ça, quoi. Je peux pas aller plus haut que ça. Donc quand je marche pas avec ma cheville, je marche avec mon genou. Donc il faut que je lève plus mon genou pour pouvoir marcher. Quand je conduis, c'est pareil, je conduis pas juste avec mon pied. Il faut que je lève ma jambe. Sinon je peux pas passer de l'accélérateur au frein vu que c'est ma jambe droite. Forcément. Sinon c'est pas drôle, il fallait forcément que ce soit la droite. Mais donc en fait il y a plein d'activités comme ça où on peut plus... j'ai pas de sensation dans mon pied, donc je sens pas quand je pose mon pied ou pas. Ce qui fait que je fais des entorses à répétition, à longueur d'année, puisque je ne sens même pas que je me tords la cheville. Il y a la frustration aussi de plus savoir faire, ou en tout cas plus savoir faire autant que ce qu'on faisait avant. Je dis n'importe quoi, il y a des jours, je peux pas aller faire mes courses. Parce que ce sera impossible de rester debout 1 heure et de marcher, de piétiner, c'est trop compliqué. Le mieux, c'est de me mettre en talons, ce qui est quand même très contradictoire, puisque du coup j'ai pas besoin de relever mon pied, sauf que du coup ça me fait beaucoup plus vite mal au dos si je mets des talons. Donc en fait tout est une question de... Bon alors aujourd'hui j'ai mal à la jambe, j'ai pas mal au dos, donc je vais mettre des talons comme ça va me soulager un peu. Et bah si j'ai mal aux deux, bon ben voilà, ma journée elle est un peu foutue et puis tant pis, on fera ça demain. Mais du coup forcément si on me dit bah on va marcher 3 km, ok, mais par contre faut pas me proposer de faire quelque chose juste après. Il va falloir que je me repose, que je repose ma jambe. Et c'est frustrant quand on a 23, 24, 26 ans de se dire mais je suis jeune ou j'ai 60 ans et je peux plus rien faire. Enfin, on comprend, il y a ces séquelles psychologiques, les séquelles physiques que tu viens de citer, mais est-ce que tu as intégré quand même que tu avais échappé au pire? Et que finalement les séquelles physiques qui sont là évidemment sont pas grand-chose par rapport à tout ce que tu as vécu. Est-ce que tu te le dis ça? En fait, j'ai conscience que ça aurait pu être largement pire. Mais j'ai aussi conscience que ça aurait pu être largement mieux. Et c'est très bizarre, mais le cerveau il fait comme ça, on se concentre sur le négatif. Donc moi je vois juste, en général dans ma vie, oh mais tu vois pas ça, si la balle était passée à 2 cm, j'aurais pu le faire. Et oui, des fois j'ai ces moments de conscience où je me dis ouais, enfin après si elle était passée à 2 cm ou qu'elle avait perforé les trucs, j'étais tétraplégique. Enfin, j'en ai conscience, mais de là à... Enfin, on me caractérise souvent de miracle ou de force de vivre. Non, enfin, quand on me dit « Ah, t'as été courageuse », ben en fait, non, j'ai juste pas eu le choix. Enfin, c'était soit je me laisse dépérir, et du coup, il a gagné, finalement, soit ben, je vais faire en sorte d'aller le mieux possible, et d'essayer de reprendre une vie normale, et là, il aura perdu. Il aura pas réussi à faire ce qu'il voulait faire. Et je pense que c'est plus ça qui m'a motivée. Et puis, ma sœur venait d'accoucher, donc j'avais une nièce, et je me suis dit « Mais moi, je vais pas marcher. Je vais pas pouvoir faire des choses avec elle. Non. » Et donc, s'en est instauré avec ma sœur un combat de qui marchera la première. Et c'est ça qui a fait que, ok, bon bah moi je vais tout donner, elle est hors de question que je me fasse battre par une petite qui a même pas 1 an. C'est pas possible. Et en fait, c'est comme ça. Enfin, c'est la présence aussi des gens autour qui font que, oui, on a conscience, mais on se focalise pas sur, mon Dieu, t'aurais pu mourir quand même l'année dernière. Après, forcément, quand la date approche, alors là maintenant que le procès est passé, je pense que ce sera différent. Mais chaque année, le 7 octobre, on se réunissait tous les 3, donc avec mon ami, mon compagnon et moi, et on se disait, mais tu te rends compte quand même, ça fait 1 an. Hein. Mais tu te rends compte, mais ce soir-là quand même, c'est fou ce qui s'est passé. Et à chaque fois, on se faisait un petit débrief comme ça en disant, mais... Et je le faisais aussi du coup sur mon compte Instagram où je mettais des photos en me disant, mais l'année dernière, j'étais comme ça, et puis j'ai fait ça cette année, et c'est ça qui me permettait de relativiser, en me disant, mais regarde, à l'année 0, tu pouvais plus bouger tes jambes, là t'es à l'année 3, t'as fini ta rééducation, certes t'as des séquelles, mais en fait tu marches, tu vis, tu sors. Et en fait c'est ça qui permet aussi de relativiser, c'est de faire le point sur le avant et le après.
moi je me focalise... Enfin, c'est très bizarre, mais j'ai l'impression que ma vie, elle a commencé quand j'avais 22 ans. Donc après les faits. Puisque je suis repartie d'un état de nourrisson, finalement, à l'hôpital. J'ai dû réapprendre à marcher comme un bébé, j'ai dû réapprendre à manger comme un bébé, j'ai dû réapprendre à respirer comme un bébé. Et donc, en fait, là, si on parle de ma vie, je vais avoir tendance à citer ce fait-là et ce qui se passe après. Je vais jamais avoir tendance à dire « Mais moi, j'ai travaillé depuis que j'ai 17 ans et demi, qui peut être une fierté finalement, et moi, je me suis débrouillée, et puis je passe au-dessus des choses, et puis regardez, j'étais en foyer, mais finalement, aujourd'hui, je m'en sors. » Bah non, moi, je vais dire en 2020, on m'a tiré dessus, et puis je devais plus marcher. Et mon récit, il commencera toujours comme ça finalement. Et relativiser, quoi, parce que il y a pire que moi, et moi j'en avais conscience déjà à l'hôpital, de me dire mais je vais pas me plaindre, il y a pire que moi. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui après que tu sois hospitalisé, après qu'il ait tenté de te tuer? Alors lui s'est réfugié dans la maison, a apparemment tenté de se suicider, il a eu 2 points de suture au niveau de la gorge, donc avec un couteau, et il a été arrêté le soir même dans la maison par la police, sans résistance, il avait posé très soigneusement l'arme, le couteau, les gants, tout en parallèle sur le fauteuil, et il a ouvert la porte en disant aux 2 personnes qui étaient dans la maison « Vous sortez, vous dites que je me rends ». Et il a été arrêté, il a été mis en quelques heures en détention provisoire, sauf que vu qu'il était ouvert, il a dû aller à l'hôpital. De là, il a été transféré dans un centre psychiatrique pendant à peu près 1 mois, il me semble, puisqu'on est venu à l'hôpital me faire témoigner, parce qu'il sortait de l'hôpital psychiatrique et qu'il fallait pouvoir reconduire sa garde à vue. Donc ils m'ont dit il faut vraiment qu'on ait ta déposition aujourd'hui. Donc à l'hôpital, à l'IT. Et je venais d'être désintubée. Donc oui, on y va. Heureusement que j'en parle facilement, parce que voilà. Et donc lui après a été en détention provisoire pendant ses 4 ans avant le procès. Il a fait des demandes de sortie qui n'ont jamais été acceptées parce qu'il voulait faire sa détention en extérieur avec un bracelet. Ça a toujours été refusé. Heureusement. Du coup. Et au moment du procès, donc il était à Annelin, mais du coup dans un service... il n'était pas mélangé avec tous les prisonniers. T'as dû recroiser son regard au procès. Il était là. Le procès s'est tenu il n'y a pas très longtemps. C'était en octobre 2024, puisque nous sommes encore en 2024, au moment où on enregistre l'échange. Dans quel état d'esprit, toi, tu es arrivé au procès? Comment tu étais? Déterminée à ce que ce soit terminé. Parce que moi, on l'avait déjà recroisé 2 fois avant le procès, puisqu'on a dû faire une reconstitution et une confrontation, vu que sur certains points, on n'était pas d'accord. Lui dit qu'il a tiré qu'une fois, que c'est moi qui ai provoqué ses tirs, en lui souriant, et qu'il m'a jamais pointé l'arme sur la tête, et qu'il a jamais braqué mon compagnon. Donc tout ça, ça avait été nié. En reconstitution, il se souvient pas des coups de feu, mais il se souvient exactement comment il a enfoncé le couteau dans ma gorge. Très particulier. Je me souvenais de plus de choses que lui, finalement, de cette soirée, alors que moi, j'étais complètement dans les vapes. Donc c'était assez drôle. Et au procès, je sais même pas si je l'ai regardé une seule fois. J'ai dû le croiser forcément en rentrant dans la salle, j'ai dû le voir, mais est-ce que je l'ai regardé? Je pense pas. Si, j'ai dû regarder ses réactions à 2-3 questions qui lui étaient posées, parce que sa réponse, pour moi, elle était fausse. Donc forcément, je regardais. Et au procès, du coup, il a reconnu avoir braqué mon compagnon, le voisin, reconnu avoir tiré, reconnu avoir planté le couteau, mais il a toujours nié qu'il m'avait mis en joue au niveau de la tête. Il a nié en fait que c'était prémédité, c'est ça? Non. Non, il refuse la... Après, la question se posait pas pour notre côté, puisque... en fait, il tablait sur la même peine, qui est préméditation ou pas, puisqu'il y avait la circonstance aggravante de surconjoint ou ex-conjoint. Donc à la base, c'était 20 ans, et il y a 10 ans de circonstances aggravantes. Donc on arrive sur les 30 ans, donc la perpétuité. Et l'assassinat, donc avec la préméditation, c'est 30 ans perpétuité. Donc pour nous, ça jouait pas grand-chose, et ça valait pas le coup de faire un débat sur ça, et de poser 20 000 questions de « Oui, mais est-ce que madame, nanana, est-ce que monsieur... »
Et ça aurait duré des heures et on n'aurait jamais eu de réponse finalement. Donc lui dit qu'il a pas prémédité, qu'il voulait se suicider, mais que le soir où je suis venue, ça allait beaucoup mieux, donc il voulait plus se suicider, et qu'en fait c'est parce que je l'ai énervé qu'il est sorti avec l'arme, et qu'à la base il voulait se suicider en moi pour me faire mal moralement. Mais il est sorti avec des gants. Il y a des choses comme ça où c'est contradictoire, où on n'arrive pas réellement à comprendre son raisonnement. Ouais, il a mis des gants toujours pour manipuler l'arme, pour pas laisser de traces. Il s'est renseigné sur comment manipuler une arme. Dans son téléphone, ils ont trouvé des photos de femmes ensanglantées qui venaient de recevoir des coups de feu. Enfin, moi, c'est clair, mon scénario dans ma tête. C'est pas le scénario qui a été retenu par la justice, mais... Justement, à la fin du procès, qu'est-ce qui a été retenu par la justice ? Tentative de meurtre. Ça a bien été jugé comme ça, que je sois vivante ou morte, c'était la même chose. Par contre, ils ont retenu une altération de la personnalité, altération partielle de la personnalité. On s'est pas basé sur quoi, parce que les psychiatres qui sont passés... c'est forcément basé sur un trouble psychologique, et personne n'a su dire quel trouble. Mais ça a quand même été retenu par la justice. Donc c'est le point où il y a un point d'interrogation finalement, puisque altération, c'est bien joli de dire je m'en souviens plus, mais au bout d'un moment faut assumer ses actes, et t'as eu envie de tuer quelqu'un, c'est tout, faut l'avouer et on n'en parle plus. Maintenant sa peine elle était pour nous satisfaisante, puisque déjà moi je m'attendais, tout le long de ma rééducation, je m'attendais à ce qu'il sorte le jour du procès. C'est pas que j'ai pas foi en la justice, mais on sait qu'elle est relativement laxiste sur pas mal de points. C'est tout, il sortira et je demanderai juste une mesure d'éloignement et voilà. Et finalement, il a pris 15 ans avec 10 ans de sûreté. Donc ce qui équivaut à la même peine que s'il avait pris 20 ans. Ou du coup, c'est à mi-peine qu'il peut demander une remise de peine. Donc là, il a eu 10 ans de sûreté, 5 ans d'obligation de soins, interdiction d'entrer en contact avec nous d'une quelconque manière, que ce soit lui ou par ses proches, obligation de travailler et de rembourser les parties civiles, et du coup le centre d'indemnisation des victimes qui m'a indemnisé en avance. Dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui ? Au moment où j'enregistre la vidéo, on est en décembre 2024, donc le procès a eu lieu il y a quelques semaines. Tu te sens soulagé ? Tu as envie de passer à autre chose ? Vraiment, comment tu vis aujourd'hui ? Alors moi j'ai une capacité qui a été reprise du coup par le psychologue qui m'avait vue face à la cour, à vite passer à autre chose. En fait c'est un mécanisme de défense chez moi, de vite passer à autre chose et de faire preuve de résilience quasiment instantanément. Et en fait il disait que moi c'était juste j'étais au procès parce qu'il fallait que j'y sois, mais en soi il y aurait pas eu de procès. Voilà. Maintenant, oui, je pense qu'il y a quand même moins d'angoisse liée au fait que c'est pas terminé. Parce qu'on vivait quand même dans le doute de « ouais, mais la date du procès, elle arrive quand ?» Parce qu'on nous avait dit 2 ans, mais en fait, on savait que ça allait être plus long, mais on nous a dit 2 ans, mais en fait, t'es pas consolidé, donc quand est-ce que tu vas être considéré comme consolidé pour pouvoir passer au procès ? Et les rendez-vous avec les avocats, et les rendez-vous avec les experts pour le dédommagement, pour les séquelles, et en fait on était vraiment sur ça pendant 4 ans. Alors pendant 2 ans sur ma rééducation et on voyait rien d'autre, on vivait pas très clairement, et les 2 ans d'après on se disait mais ça arrive quand ? Mais quand ça va arriver ? Mais comment on va faire ? Et qu'est-ce qu'on va dire ? Parce que vu que c'est un témoignage libre, on nous pose pas de questions, donc et il y a toujours cette angoisse de je vais me lever, j'arrive à la barre et on dit bon on vous écoute. Et oui, mais en fait, je dis quoi ? Et en fait, ça nous stressait tous de se dire, mais quand on va arriver devant, mais moi, je commence par quoi ? Parce que ce soit moi ou mon ami, on part dans tous les sens, parce qu'on veut tellement donner de détails qu'en fait, on part dans un sens, puis après, il faut revenir, il faut partir dans l'autre, mais on commence par quoi ? On dit quoi ? Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui l'est pas ? Parce que du coup, on avait peur d'oublier des choses importantes et finalement dire des choses complètement futiles et qui n'intéressent personne, très clairement. Et donc c'était ça notre plus grande crainte, et de savoir sa peine quand même, c'était quand même ça le but. Quand on a entendu 15 ans, on s'est tous les trois regardés en se disant « Oh, c'est pas fou !» Et quand elle a prononcé les 2 tiers de sûreté, on a vite fait le calcul,
Et on s'est dit, bon, en fait, ça équivaut à 20 ans. 20 ans, on aurait été satisfait. Donc en fait, 15 ans, c'est bon. Et les avocats qui nous représentaient étaient d'accord avec nous sur le fait que c'était une peine largement acceptable, que lui n'acceptait pas. Il a voulu faire appel. Et ses avocats lui ont conseillé de ne pas faire appel. Puisqu'en fait, ce qui était demandé par le procureur, c'était 20 ans, mais il avait donné des exemples où les personnes avaient pris 22 ans et c'était pas avec des armes à feu. Donc, je pense que s'il avait fait appel en fonction de sur qui il serait tombé, ça pouvait être un peu plus grand comme peine, quoi. Mais il a eu du mal à accepter les 2 tiers de sûreté, apparemment. Bon, et du coup, comment tu vis aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu as repris le travail ? Comment tu te sens physiquement ? Est-ce que tu vis avec ton nouveau compagnon ? Oui, alors on vit ensemble. On est toujours ensemble, ce qui est quand même aussi un autre exploit, vu que ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble au moment des faits. Moi, j'ai repris une activité en 2022, mais vraiment quelques heures par mois, puisque en fonction du dos, des douleurs, tout ça, c'est compliqué. Il faut se réinsérer, alors qu'il y a eu quand même 3 ans, à la fin de mon arrêt maladie, il y avait 3 ans d'inactivité. Donc sur un CV, ça fait gros. Voilà, arriver en entretien et dire, pourquoi vous n'avez pas travaillé ? Alors, bon, vous êtes accroché, on peut y aller. C'est toujours compliqué quand on me dit, et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, parce que moi, j'ai aucun mal à parler de ça, et je suis directe. Je suis très directe. Moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, on m'a tiré dessus. Enfin, c'est un fait, en fait, maintenant. Moi, c'est intégré, c'est un fait, mais en fait, je me rends pas compte en le disant qu'en face, pour la personne, c'est quelque chose qui n'est pas imaginable, finalement. Donc, moi, ça me dérangerait pas en entretien de le dire, très clairement. Mais je sais que c'est compliqué, puisqu'on a quand même cette image après de moi qui n'est pas bonne. J'ai souvent eu mais c'est une fille à problème, c'est pas possible. Et là, faut savoir c'est grave, se tenir du code pénal et ne pas commettre la même chose que son agresseur. C'est compliqué quand même, parce que c'est toujours notre faute. Oui, mais c'est toi qui es parti, t'aurais peut-être pu faire les choses mieux. Non. Non, enfin... Et donc aujourd'hui, oui, je travaille quelques heures par mois. Je suis suivie par un centre pour me réinsérer. J'ai toujours des rendez-vous médicaux. Donc j'en ai beaucoup moins, vu que ça fait 4 ans et que le procès est passé, je suis consolidée. On a fait la dernière vérification de ma colonne vertébrale, tout ça. Donc tout ça c'est bon. Mais je suis quand même toujours suivie au centre de la douleur, puisque les douleurs, je les aurai très certainement à vie. Donc j'aurai... En fonction de mon acclimatation finalement avec les médicaments, toujours des médicaments. On suit quand même l'évolution du dos, puisque on suppose que d'ici 10-20 ans, j'aurai de l'arthrose. Vu que, forcément, ça s'est cassé, ça s'est remis, donc ça va créer encore un peu plus. Se pose aussi des questions si un jour je vais avoir un enfant. Est-ce que j'ai le droit à la péridurale, vu que c'est dans le bas du dos ? Donc en fait, il y a plein de suivis différents. Il faut se faire suivre pour le rein, parce que ça c'est à vie, du coup mon rein il peut pas être reconstruit. La gorge c'est pareil, il y a toujours des points d'interrogation, donc il faut toujours faire d'autres recherches, parce qu'elle se met à gonfler, j'ai du mal à manger des fois, à boire, donc en fait on sait pas d'où ça vient, mais il faut quand même chercher, parce que c'est quand même gênant, et en fait on continue à avoir des rendez-vous comme ça, tous les 3, 4, 6 mois, en fonction du spécialiste. Et maintenant je m'y suis habituée. Et puis aujourd'hui, j'ai l'impression que j'en ai plus beaucoup des rendez-vous, vu que j'ai eu une tonne de rendez-vous médicaux avant. Mais aujourd'hui, je peux reconduire, donc ça c'est une victoire aussi. Donc je me suis racheté une voiture, je conduis. J'ai récupéré mon chat, donc ça parfait. J'ai déménagé, donc ça nickel. Donc en fait, je reprends Finalement, quand on regarde bien en termes de temporalité, j'ai 26 ans. J'habite en couple, j'ai une voiture, j'ai un travail, certes pas en temps plein, mais j'ai un travail. J'essaye de me réinsérer. Donc en fait, quand on regarde de l'extérieur, sans connaître les tenants et les aboutissants, les douleurs, les séquelles, tout ça, j'ai une vie relativement normale. Et on se rend pas spécialement compte que j'ai un handicap. Il faut vraiment le regarder pour le voir, ou que je sois fatiguée, et que du coup ça se ressente.
Je parlais de force de caractère tout à l'heure, je parlais de résilience. Je sais pas, peut-être que tu n'aimes pas forcément ce mot, mais la résilience, c'est la capacité de l'être humain de faire face justement à une situation compliquée. Je vais finir sur peut-être une dernière question, un chiffre. En 2020, au moment du drame, il y avait eu 106 victimes d'un meurtre par conjoint en France. Et toi, tu l'as dit dans une interview, tu voulais pas être la 107e. Qu'est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui, peut-être aux femmes qui nous écoutent et qui nous regardent et qui vivent une situation une situation qui peut dégénérer comme celle-ci? De prendre ses distances, mais de réellement les prendre. À partir du moment où on a décidé de partir, et il faut prendre cette décision, il faut pas se laisser marcher dessus pendant des années et des années. Moi, j'ai eu une mère qui s'est laissée marcher dessus pendant 25 ans. Et au final, quand elle est partie, elle s'est sentie 10 fois mieux. Mais il a fallu attendre que moi, je me fasse frapper. Que moi, je me fasse... qu'on me fasse mal mentalement pour qu'elle décide de partir. Il faut pas attendre jusque-là. Parce que j'entends beaucoup de personnes qui ont des enfants dire « Oui, mais je reste parce que mon enfant a besoin d'un père, a besoin d'une mère. » Parce que c'est les deux côtés, évidemment. Mais non. J'aurais largement préféré vivre une autre enfance. Et pourtant, j'ai eu mes deux parents. Donc il faut couper les liens, et une fois qu'on a décidé de les couper, il faut réellement les couper. Il faut pas continuer à essayer de s'expliquer sur le pourquoi, mais pourquoi je suis partie, mais en fait tu te rends compte, toi tu faisais ça. Non, il prendra jamais conscience de ce qu'il a fait. Moi, ça a été encore prouvé au procès, il a pas conscience des dégâts qu'il a provoqués. Il a fallu lui montrer des photos de l'hôpital pour qu'il prenne conscience qu'en fait j'étais dans un état grave. Ils prendront pas conscience. Donc en fait, il faut se protéger, soi, et mentalement et physiquement, s'entourer de personnes qui nous comprennent et qui sont pas dans le jugement, surtout, et porter plainte dès qu'il y a une phase de harcèlement. Et je suis assez d'accord avec les personnes qui le disent, et en même temps, non, c'est très contradictoire. Porter plainte, ça sert à rien. Je peux être d'accord, et en même temps, c'est bien de laisser des traces et à chaque fois d'aller alimenter cette plainte. Et si on prend pas une plainte, il faut tout de suite en avertir le parquet. Parce que ça, on le sait pas, mais il faut juste aller voir un avocat, et l'avocat va vous faire porter plainte ailleurs. Et là, ça bougera. Je comprends qu'on n'ait pas confiance en la justice. Moi non plus, j'avais pas confiance à la justice. La preuve, j'ai pas porté plainte. Mais aujourd'hui, je me dis, mais oui, en fait, j'aurais dû aller voir mon avocate et on aurait été porté plainte. Et peut-être que tout ça, ce serait pas arrivé. Ou en tout cas, ce serait beaucoup moins grave. Peut-être que ça se serait, entre guillemets, juste arrêté à la phase de harcèlement. Qui est déjà énorme et qui peut traumatiser beaucoup. Mais ça se serait peut-être juste arrêté là et j'aurais pas été pendant 3 mois à l'hôpital, pendant 2 ans en rééducation, aujourd'hui avec des séquelles, à devoir passer devant un juge. Donc, porter plainte et couper les liens, vraiment couper-les. Dernière question sur ton couple actuel, parce que lui aussi a vécu ça avec toi finalement. Psychologiquement, comment il l'a vécu et comment vous vous comportez tous les deux quand vous êtes dans la rue, quand vous êtes peut-être en sortie? Est-ce qu'il y a toujours ça qui plane un peu ou pas? Il y a toujours ça dans le sens de... J'ai pas su la défendre une fois. Maintenant, je suis aux aguets. Au cas où il se passe quelque chose, il faut que je puisse la défendre cette fois. Quand il y a un bruit dans la maison et que moi je le réveille en lui disant « je suis pas bien, il y a eu un bruit, ça m'angoisse », et ben il va tout de suite avoir ce truc de « je vais me lever, je vais y aller ». Peu importe ce qui se passe. Et au procès, ils ont dressé une liste interminable de ses séquelles psychologiques. Et en fait, c'est lui qui en a le plus dans cette histoire. Parce qu'il a le sentiment de culpabilité de m'avoir laissé. Il savait pas si j'étais morte ou pas quand il est revenu sur la scène. J'étais dans l'ambulance, on lui a pas dit. J'ai eu le Covid, il a pas pu venir me voir. Il y avait que ma mère qui avait le droit de venir me voir. Et encore, c'était parce que les circonstances. Sinon, j'étais toute seule. Lui, il a des séquelles où il s'est laissé emprisonner, en fait, dans son anxiété. Il sortait plus. Il fait du sport depuis qu'il a 5 ans. Il y allait plus. Et il s'est complètement enfermé dans cette réalité du 7 octobre 2020. Mais entre nous, ça fonctionne. L'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai pas eu à refaire confiance à un homme
puisqu'on était déjà ensemble au moment où ça s'est passé. Parce que je pense que ça aurait pu être différent, parce que c'est une question qu'on m'a déjà posée. Comment tu fais pour refaire confiance après ça? Mais j'ai pas eu besoin de la redonner. Je lui faisais confiance et ça a continué. Ouais, moi je l'avais compris ça. J'avais compris que il n'y avait pas un problème de confiance et qu'effectivement la relation était née un petit peu avant et que voilà. Et c'est fort d'ailleurs que c'est continué, qu'il soit resté aussi. Enfin voilà, on voit aussi des choses où généralement les conjoints partent ou abandonnent. Voilà, mais c'est fort. Merci Alicia en tout cas de m'avoir accordé de ton temps pour cet échange et de revenir sur ce drame qui a marqué ta vie à tout jamais et qui fait qu'aujourd'hui tu es une autre femme, une nouvelle femme que tu vis différemment et merci aussi pour ce côté un peu humour que tu mets quand tu aujourd'hui racontes ça. Peut-être que ça te permet aussi de prendre du recul et de la distance avec les faits. Ça dédramatise, on va dire ça. Même si le drame est évidemment là. Les faits sont là. Merci beaucoup en tout cas Alicia. De rien, avec plaisir.